parti. Alors, mille merci à nos différents intervenants pour ces riches interventions que vous avez proposées sur des sujets qui se voulaient à la fois reliés par la thématique du droit social et en même temps euh, assez, assez bien distincts les uns des autres, quoiqu'ils ne soient pas, je pense, étanches. Il est justement temps de laisser une petite fenêtre ouverte à un débat. Alors moi, j'ai quelques questions en stock, mais je crois que le plus simple, c'est peut-être de vous laisser d'abord réagir, si vous le souhaitez, bien sûr. Je vais mettre le mode galerie à différents points que vous avez pu relever, des réactions autour des interventions des uns et des autres. Alors, moi, j'avais une réaction par rapport à Muriel, au propos de Muriel, donc je peux me lancer peut-être Bien sûr. sur les deux aspects, puisque sur les aspects de procédure prud'homale, justement, en discutant avec Marc, je voulais mettre ce sujet dans le débat, donc du coup, ça sera l'occasion de rebondir. Mais au préalable, peut-être sur le caractère déséquilibré des derniers textes de droit du travail qui étaient avancés dans votre propos. J'ai pas cette vision aussi déséquilibrée des règles de droit social dans la période actuelle. Bon, au-delà de la prise en charge par le système de l'activité partielle, il y a quand même des textes qui vont dans l'autre sens. Il y a le doublement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. C'est quand même un élément qui est potentiellement important, puisqu'on parle de passer, enfin, c'est pas qu'on parle, on peut doubler de 1000 à 2000 euros la prime en question. Oui, alors Donc, si il y a si je peux rebondir là-dessus, on exonère l'employeur des cotisations afférentes. Donc, c'est pas que favorable aux salariés, c'est-à-dire qu'on permet à l'employeur, on ne le contraint pas parce qu'il n'a pas l'obligation de verser ses primes. Donc, c'est toujours la même chose avec ce gouvernement, c'est-à-dire on peut, mais on n'est pas venu contraindre les employeurs, par exemple, à donner cette prime. Si l'employeur ne veut pas la donner, il ne la donne pas. S'il la donne, il a des exonérations fiscales et sociales très intéressantes. Oui, mais c'est particulièrement incitatif que d'exonérer. On sait très bien que dès lors qu'on va exonérer des sommes, on va inciter des employeurs qui ne l'auraient pas fait autrement, finalement, à le faire. Dans le même prolongement, vous avez pour le complément d'indemnisation de l'activité partielle, qui ne prend pas en charge la totalité de la rémunération du salarié pendant la période d'activité partielle, vous avez une incitation des employeurs à assurer un complément à hauteur de 100%, ce qui n'est pas du tout dans leurs obligations, ce qui ne l'a jamais été d'ailleurs, mais cette disposition vise à les inciter à le faire et in fine le seul bénéficiaire c'est le salarié, c'est pas l'employeur qui en est bénéficiaire puisque lui les sommes sortent des caisses de son entreprise et même si c'est exonéré, c'est juste que ça lui coûte pas rien, ça lui coûte moins cher que ce que ça lui aurait coûté. Mais c'est quand même incitatif pour lui et derrière, c'est les salariés qui en bénéficient. Je pense aussi, et là pour le coup, ce n'est pas lié à des exonérations, sur la suppression du délai de carence applicable en matière de maintien de rémunération lié aux arrêts de travail. Dans le cadre de la réglementation sur le Covid, il a été prévu une suppression de ce délai de carence, à la fois sur l'aspect sécu, à la fois sur l'aspect employeur. Et il a été prévu que jusqu'à la fin du mois d'août, cette suppression qui est applicable pour les victimes du Covid le soit en fait pour tous les arrêts de travail. Pour tous les arrêts de travail. Et donc, des personnes qui auraient normalement, pour n'importe quel autre type d'arrêt de travail, auraient eu normalement un délai de carence, eh bien, comme pour les victimes du Covid, ce que je trouve d'ailleurs par ailleurs très bien, parce qu'il n'y a pas de raison de créer des différences de traitement sur des victimes de risques maladie, mais il y a quand même du coup, là aussi, une levée de retenue de rémunération qui était applicable au titre des délais de carence. C'était pour contrebalancer le fait que les atteintes alléguées ne sont pas toutes, à mon sens, unilatérales, sachant que celles qui sont prévues dans les textes ne sont pas pour autant toutes mises en œuvre. Je n'ai pas pour l'instant vu beaucoup visiblement d'entreprises qui communiquaient sur des semaines à 60 heures de leur personnel. C'est une faculté, tout comme c'est une faculté pour les employeurs d'avoir recours à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, c'est une faculté d'augmenter la durée du travail. Ce n'est pas pour autant que c'est la réalité. C'est moins les entreprises qui communiquent là-dessus que peut-être les organisations syndicales qui sont contraintes, je pense. Voilà. Oui, mais qui ne communiquent pas pour autant davantage sur des entreprises qui auraient augmenté de manière
significative ou massive leur durée du travail sans contrepartie pour leur personnel, il me semble. Alors, après, ce qu'il faut bien avoir en tête, ce qui a été dit tout à l'heure aussi, c'est que les mesures ici n'ont pas prévu de s'arrêter le 11 mai et que ces mesures ont également été pensées pour que certains tentent, du moins c'est leur esprit, de rattraper à partir du 11 mai la productivité qu'ils auraient perdue du fait du confinement. Et on se doute bien que si de telles mesures politiques avaient été portées au moment du déconfinement, elles auraient été beaucoup plus délicates à faire passer qu'aujourd'hui où elles sont passées. Et je veux juste, parce que je ne veux pas trop polémiquer, mais je veux juste que tu nous rappelles, parce que c'est toi le spécialiste de la question, mais à quoi servent les cotisations qui sont payées par les employeurs sur les salaires et autres? À quoi servent les cotisations? Oui, les Tout comme cotisations les sociales, elles servent à cotisations quoi notamment? financer la prise en charge des risques sociaux. Voilà. Et donc, aujourd'hui, après une destruction de nos services sociaux, des attaques sur les retraites et autres, est-ce que ça ne te choque pas que la seule réponse apportée par le gouvernement, ce soit de dire on a un mécanisme incitatif, mais qui peut continuer l'effet aggravant que nous avons eu et qui peut contribuer aux difficultés que nous rencontrons aujourd'hui? Moi, ça me semble quand même, d'un point de vue, je ne me prononce pas sur la question juridique, parce que le mécanisme juridique, il existe, d'un point de vue positiviste, il n'y a pas grand-chose à en dire, mais d'un point de vue politique, on peut se demander à tout le moins si c'était quand même la meilleure réponse à apporter. Tu évoques la question de créer des contreparties aux différentes mesures mises en place, notamment des contreparties qui seraient de nature environnementale. Alors, ça, c'est un élément, mais là, c'était juste, je pense que tout mécanisme qui se fonde sur le volontariat et l'exonération de cotisation, en réalité, va appauvrir la collectivité et que sur le temps long, ce n'est pas une bonne chose. Après, sur le point que tu évoques, je suis effectivement scandalisé sur le fait qu'on n'ait pas pris cette occasion du Covid pour dire, très bien, on ouvre la planche à billets et par contre, on vous demande en contrepartie de vous engager formellement sur une transition écologique qui ait du sens. Surtout qu'en plus, on a des rapports là-dessus qui nous laissent à penser que des emplois pourraient être créés. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il y a le monde tel qu'on le connaît et puis demain plus rien avec la transition écologique. On a quand même de la matière qui laisse à penser qu'il pourrait y avoir un monde de demain qui soit quand même un monde du travail et qui soit au moins en partie compatible avec le capitalisme. Quand on voit que le MEDEF, sa seule préoccupation, c'est un moratoire sur l'application des mesures environnementales pour pouvoir reproduire comme avant le Covid, on se dit c'est une occasion véritablement manquée. Et je ne comprends pas comment, me semble-t-il, c'est au Danemark, on arrive à imposer au patronat le fait que, on ne peut bénéficier des largesses de l'État que si et seulement si on s'engage à faire des sacrifices d'un point de vue pécunier, je pense notamment sur les dividendes, et à envisager une transition écologique, et qu'on n'y arrive pas en France. Il y a sans doute quelque chose qui, ici, se pose, et comme le disait l'ancien ministre Nicolas Hulot, peut-être que certains lobbies sont à l'œuvre depuis le début du confinement, et qu'ils sont peut-être moins confinés que d'autres. Alors, oui, non, mais en fait, mon propos n'avait pas une vocation aussi large. Là, ce que tu évoques, c'est la dimension politique, la question des évolutions que peut connaître notre société et de l'incidence de la pandémie qu'on connaît sur des perspectives de faire évoluer notre société. Ça évoque aussi, quand tu évoques les questions des cotisations, je suis tout à fait d'accord avec toi, la question des places respectives, de la solidarité nationale et du rôle des entreprises. Il n'y a pas c'était pas de ce point de vue-là le débat. À mon sens, c'était simplement pour réagir sur la question de l'évolution pure technique de la réglementation du travail. Je ne prétends pas avoir de leçons à donner sur les questions des évolutions sociétaires. Après, c'est de l'avis de chacun et sur un sacré nombre de points, je suis bien d'accord avec toi. Je voulais juste, par rapport aux propos de Muriel aussi sur les conseils de prud'homme, avoir son sentiment
Vous évoquiez la question des conseils de prud'homme qui étaient fermés, qui ne tenaient pas les audiences de référé, ce qui est, et je partage tout à fait votre inquiétude et même votre colère sur le fait que c'est absolument anormal, notamment pour toutes les urgences liées aux sommes qui ont une nature de salaire. C'est absolument scandaleux. Et je m'interroge d'autant plus que vous l'avez peut-être vu, mais c'est parce que ça me concerne en tant que Lyonnais. Il y a eu une passe d'armes entre le Conseil de prud'homme de Lyon et la Cour d'appel de Lyon, puisque le Conseil de prud'homme de Lyon ne tenait plus aucune audience, a fait valoir un certain nombre d'arguments et la Cour d'appel de Lyon a répondu tout simplement en fait en écartant, en prenant la main sur le contentieux prud'homal, en nommant les quatre magistrats professionnels, qui sont en réalité les juges départiteurs, 4 magistrats professionnels pour traiter des urgences et des référés qui sont nécessaires pour régler différents litiges de travail actuellement. Je m'interroge quand on voit cette passe d'armes sur la question de l'attitude des conseillers prud'homme qui du coup n'ont pas siégé pendant cette période alors que d'autres juridictions du type tribunal de commerce ont tenu des audiences et ont continué leur activité. Donc ça interpelle sur cette situation-là. Et puis, ça pose la question aussi, vous l'avez évoqué, ça pose la question du futur des conseils de prud'homme. On voit bien que toutes les juridictions fonctionnent pendant cette période, sauf une, ce qui stigmatise encore plus les conseils de prud'homme. Et quand on voit cette reprise en main du Conseil de prud'homme de Lyon, en l'occurrence par la Cour d'appel, le courrier est d'ailleurs très clair et très abrupt, je trouve. Est-ce que ça n'augure pas de très sombres jours pour le Conseil de prud'homme ? Oui, alors effectivement, j'ai vu, bon, c'est tout à fait légal, hein, c'est prévu par les textes qui s'est passé à Lyon. Alors moi, je ne suis pas là pour juger les conseillers prud'homaux qui, effectivement, dans plusieurs conseils de prud'homme ont refusé parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas assez protégés de tenir les audiences parce qu'ils n'avaient pas de masque, parce qu'ils estimaient que, effectivement, un conseil des prud'hommes, il faut bien se rendre compte qu'une audience, il y a très souvent le salarié qui est là, parfois également une organisation syndicale qui vient l'épauler. On est beaucoup en audience, surtout en référé. Donc, si on ne leur a pas apporté de… Moi, je ne m'en prends pas, si vous voulez, à la juridiction prud'homale. Je m'en prends au gouvernement qui, finalement, le 17 mars, nous confine et… ne prend pas les mesures parce que je ne crois pas qu'il y ait que le Conseil des prud'hommes qui ait mal fonctionné pendant cette période. Alors moi le pôle social, il n'y a pas eu d'audience non plus, par exemple, l'ex-tribunal des affaires de sécurité sociale. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus trop stigmatiser le Conseil des prud'hommes. Alors ça a été beaucoup plus visible parce qu'effectivement c'est une période avec le chômage partiel, les problèmes économiques des entreprises, etc., où ils auraient pu être très sollicités, ils n'ont pas pu l'être. Moi, je ne vois pas le problème du point de vue des conseillers prud'homaux. Je pense que c'est un problème gouvernemental qui n'a pas donné les moyens aux juges d'exercer leurs fonctions en toute sécurité et dans le respect de leur santé. Voilà. Et puis, y compris nous, avocats, moi, je suis la première à dire que oui, j'ai besoin et il faut que je saisisse, il faut que je plaide certains dossiers en référé. Maintenant, si on est 30 avocats, les conseillers prud'hommes, si vous voulez, si on n'a aucun masque, rien pour se protéger, c'est compliqué aussi. S'agissant, deuxième partie, sur le futur des conseillers prud'hommes, bon, nous, on est très inquiets parce que moi, je pense que c'est une très bonne juridiction. Je pense que le fait qu'on ait des magistrats non professionnels, ça permet une justice qui parfois statue peut-être plus en équité que d'autres juridictions. Mais dans le cas des conflits du travail, je pense qu'ils font le job. Contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas plus d'appels, de réformation en appel que devant d'autres juridictions de première instance. On a des décisions
je trouve que voilà, les juges connaissent le droit. Je suis désolée, même si je sais que j'ai des confrères qui ne pensent pas la même chose. Je pense qu'on a des très bons conseillers prud'hommes, certains peut-être un peu moins bons, mais comme tout magistrat, je pense que c'est une juridiction qui est proche des justiciables. Le salarié, je vous le disais, très souvent, on voit des salariés seuls venir plaider leur dossier, qui sont entendus, écoutés. Et oui, il y a une volonté politique depuis des années de détruire les conseils de prud'homme. On est là pour se battre pour les défendre. Et j'entendais il n'y a pas longtemps un conseiller prud'homal du MEDEF qui me disait il ne faut pas que ça devienne une juridiction professionnelle parce que sinon on se fera systématiquement condamner. Donc ce n'est pas que du côté des salariés qu'on défend le conseil des prud'hommes. Voilà, ça c'est important aussi de le dire.